Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Husqvarna Svartpilen 701. Contrairement à mon habitude, aujourd'hui cette moto ne m'a pas été prêtée par un de mes abonnés, mais par une concession. Il s'agit de la concession Husqvarna Almax Moto dans l'Eure-et-Loire, qui m'a gentiment prêté cette moto. Donc bien sûr, la machine est complètement neuve, elle n'a subi aucune modification, ni même aucune accessoirisation. Donc c'est vraiment le modèle de série. D'ailleurs, si vous aimeriez tester ce modèle, sachez que c'est le modèle de démonstration qui est disponible chez Almax Moto. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez essayer cette Svartpilen 701. Alors si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la Svartpilen 401. Et vous avez probablement vu aussi que je me suis acheté personnellement une Vitpilen 401. Donc cette Svartpilen 701, il s'agit tout simplement du haut de gamme actuel dans la gamme Husqvarna. Et vous avez toujours la gamme qui est divisée en deux, c'est-à-dire la Vitpilen pour le modèle un peu café racer et Svartpilen pour le modèle, on va dire, un petit peu plus scrambler. D'ailleurs, celle-ci, la 701, se distingue de sa sœur, la 401, qui elle est clairement un scrambler, parce que celle-ci a plus un look en fait de flat tracker. Et ce look est vraiment reconnaissable sur cette 701 Svartpilen, parce qu'on a une espèce de plaque sur le côté droit qui permet normalement de mettre un numéro de course. Alors cette moto est motorisée par un monocylindre de 692 cm3. C'est le même moteur que vous trouveriez sur les Supermoto 701 de chez bien sûr Husqvarna, ainsi que sur la Duke 690 de chez KTM. Donc ce moteur est donné d'origine pour 75 chevaux. Sur la fiche technique, elle est donnée pour un poids de 158 kg à sec, ce qui doit faire un tout petit peu moins de 170 kg tout plein fait. Alors, lorsqu'on monte sur cette machine, c'est franchement une moto très facile de prise en main. Comme je vous l'ai dit, elle est assez légère et toutes les commandes tombent vraiment de façon instinctive sous vos mains. C'est un guidon droit assez haut. Donc on a une position assez droite, on n'est que très peu basculé vers l'avant. Donc on est vraiment sur une machine pas fatigante et très facile de prise en main. Le seul truc qui peut être un peu déroutant, c'est la hauteur de selle. Comme sa sœur, la 401, elle est assez haute. Heureusement, la selle est un peu fine, mais le souci, c'est que vous n'arriverez pas forcément bien à serrer le réservoir. Parce que vous voyez, en fait, même si le réservoir il a une forme assez jolie, en fait c'est pas vraiment ergonomique, vu que lorsqu'on est assis sur la moto, on se retrouve un peu, comment dire, en arrière du réservoir, on n'est pas vraiment collé à lui. Allez, première accélération. Franchement, c'est très linéaire, ça marche très bien. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais cette moto est équipée d'origine d'un shifter up and down et le truc il est parfait. C'est quasiment le meilleur que j'ai pu tester. C'est vraiment super réactif. Franchement, l'embrayage il touche plus du tout une fois que je suis parti, ou alors c'est juste pour m'arrêter. Là vous allez voir, je redescends mes vitesses, je suis en 5e, donc 4, 3, 2, 1. C'est impeccable, on a très peu de secousses et franchement c'est très agréable, c'est vraiment bien fait. Ça ressemble beaucoup en fait au shifter qu'il y a sur les autres motos de la gamme KTM, comme par exemple sur la Duke 790 ou la Super Duke 1290, mais je sais pas ce qu'ils ont fait sur cette Svartpilen, mais je trouve ça encore plus efficace. Comme d'habitude, on va faire un petit 0 à 100. Il y a l'ABS, il y a un traction control qui actuellement est activé. Et normalement, il s'active uniquement vraiment quand on perd l'adhérence. Sinon, il n'y a pas de cartographie d'injection. C'est une moto qui est relativement simple. Let's go! Donc vous voyez qu'on arrive à 100 km/h en 3e, ça accélère vraiment bien.
Et je sais pas si vous avez fait attention, mais le traction control s'est activé à plusieurs reprises. Et pour moi, franchement, c'était totalement indiscernable. Je m'en suis aperçu uniquement parce que le voyant s'est allumé. J'ai pas senti la moto qui perdrait de traction ou qui serait en train de perdre le contrôle. C'est vraiment très très réactif. Pour moi, c'était transparent. La route était un petit peu humide. C'est peut-être pour ça que le traction control s'est allumé. On va tenter bien sûr un demi-tour comme d'habitude. Donc vous pouvez voir, la machine est haute hein, parce que je touche à peine du bout des pieds des deux côtés. Mon 1m70 est pas vraiment suffisant pour cette moto. Après, heureusement la selle est assez fine, mais je pense vraiment que quelqu'un de plus petit que moi galérerait. Allez, on continue lentement pour ce demi-tour. Donc vous pouvez voir que ça braque plutôt bien. C'est une machine assez facile. Je me retrouve pile sur l'autre fil, il n'y a pas de difficulté. On va refaire une petite accélération et ce coup-ci on va se concentrer sur le freinage. Allez, let's go! Et maintenant je freine. Frein arrière, ça ralentit à peine. Frein avant. Alors le frein avant, il marche vraiment super bien. Les deux freins, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, bah, c'est du Brembo. Comme souvent chez KTM et Husqvarna, le freinage avant est confié à un seul disque, mais ça freine vraiment super bien. D'ailleurs, une petite particularité, le frein, je vous l'ai dit, c'est du Brembo, et le levier de frein est réglable. C'est également un dispositif Brembo qui est assez facile à utiliser et vraiment agréable à prendre en main. Et par contre, pour l'embrayage, c'est réglable également, et c'est un dispositif de chez Magura. Bon, par contre, on sent bien que c'est un monocylindre. 3500 tours, c'est vraiment le minimum. Si vous essayez de réaccélérer en dessous de 3500, tout de suite ça vibre dans tous les sens et on sent bien que le moteur il n'aime pas. Il faut très souvent jouer avec la boîte de vitesse sur ce moteur, comme souvent en fait avec les monocylindres. C'est vraiment super maniable. Au niveau de tout ce qui est commodo, là franchement ils se sont pas trop embêtés parce qu'on a des boutons très petits. Très peu de fonctions, vous avez vraiment uniquement la base, on n'a même pas d'appel de phare, on n'a pas de feu de détresse, il n'y a vraiment rien du tout, on n'a pas un bouton pour des cartographies d'injection ou ce genre de truc, il n'y a rien de spécial. En plus le plastique des commandes est assez cheap, il faut le dire, donc là-dessus on sent qu'ils n'ont pas vraiment fait d'effort. Le compteur, si vous avez vu le test de la 401, et ben ça va pas vous dépayser vu que c'est exactement le même. On retrouve ce bloc arrondi avec en fait toutes les informations qui sont indiquées dans un écran à cristaux liquides. On a plein d'informations, mais malheureusement c'est assez peu lisible parce que écrit très petit. En plus, lorsque vous avez comme actuellement le soleil derrière vous, ça reflète beaucoup, donc c'est assez peu lisible. Et il y a des infos qui manquent quand même. Par exemple, vous avez la consommation moyenne, mais vous n'avez pas la conso instantanée. Et il y a plein de petits défauts comme ça. On sent que ils ne sont pas allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Si on compare avec la gamme KTM actuelle, les écrans proposés sur la gamme KTM sont bien meilleurs que celui-là. Alors nous arrivons sur un petit dodan, on va bien sûr prendre ça à 30 km/h. Voyons ce que ça donne. C'est ferme, mais en même temps c'est pas trop désagréable. Les suspensions aussi bien à l'avant qu'à l'arrière sont réglables. C'est du WP comme d'habitude dans le groupe KTM. Cette patate, allez, je vais essayer de prendre ce dodan un peu plus vite. Ça reste super efficace. Ce qui est vraiment délirant en fait, c'est que pour un monocylindre, il a quand même de la longe. Hein. Il monte à 9000 tours sans aucune difficulté. Et c'est parti! On peut passer les vitesses à la volée en plein virage avec ce shifter, c'est vraiment trop bien. Le freinage vous met en confiance. La tenue de route a l'air vraiment géniale, alors qu'à l'avant c'est une roue en 18 pouces. Oh là là, c'est relance.
Avec ce shifter, hein, vous pouvez vraiment changer de vitesse hyper vite et donc être tout le temps sur la zone où le moteur est vraiment performant. C'est génial. S'il y a bien un truc que j'adore sur cette moto et qu'il n'y a pas sur ma 401 et que je suis dégoûté, c'est ce shifter. J'adorerais avoir le même sur ma 401. Alors si je me trompe pas, hein, ce shifter et la boîte de vitesse c'est couplé à un embrayage anti-dribble, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre entre guillemets le risque de bloquer la roue. Et donc vous pouvez y aller comme un sagouin. Oh là là, c'est d'une facilité. Ça incite à faire le con en permanence. Et comme je vous disais, hein, le fait d'avoir une roue à l'avant en 18 pouces au lieu d'une 17, c'est pas du tout pénalisant. En plus actuellement on a des pneus un peu typés off-road, c'est des Pirelli MT60. Donc à l'avant en 18 pouces comme je vous disais, à l'arrière en 17. Et à l'arrière on a un pneu en 160, donc une taille tout à fait honorable. J'adore le look de ces pneus, ça donne vraiment un côté baroudeur. Et pourtant ils ont l'air de tenir super bien la route. Bon, là où je suis déçu par contre c'est sur l'échappement. Il est assez joli, il va bien avec le design de cette moto, mais il fait pas de bruit en fait. Quand on roule à basse vitesse, on l'entend très très peu, et d'ailleurs ça c'est plutôt un bon point parce que parfois les monocylindres, même en roulant cool, c'est assez effrayant pour les autres. Et bien là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, quand on monte dans les tours, au-delà de 6000, c'est un peu plus rauque, mais c'est pas le bruit vraiment, comment dire, qu'on s'attendrait à avoir sur ce genre de cylindrée en monocylindre. Il manque un peu un truc. Voilà, ça se balance d'un angle à l'autre sans difficulté. Et en plus avec cette position on se fatigue pas du tout, hein. On a une maîtrise de la moto qui est vraiment excellente. Allez, on va faire un petit tour sur l'autoroute. Alors nous sommes sur l'autoroute, je suis stabilisé en 6ème à environ 110. Je vais essayer de faire un test de relance. J'accélère à fond. 120, 130, 140, 150. Vous avez une reprise de dingue. Et pourtant là en plus je suis en 6ème, quasiment en sous-régime. Je suis pas du tout dans la plage d'utilisation optimale du moteur. Je pourrais vraiment avoir une accélération bien meilleure que ça. Alors par contre, hein, il y a zéro protection. Pour avoir déjà fait un peu d'autoroute avec cette moto sur de longs trajets, c'est horrible. Vous pouvez pas dépasser le 130. Déjà arrivé à 120, 130, on se prend tellement de vent dans la gueule qu'on est obligé de se cramponner. Le seul moyen c'est de redescendre à 110 pour que ce soit un peu agréable et gérable sur l'autoroute. La machine est capable de le faire, mais c'est vous qui allez vous fatiguer à mort à cause du manque de protection. Faut pas oublier qu'on est assis très très haut sur cette moto. Bon, la visibilité de ce qui nous entoure est parfaite, hein, vu qu'on est très haut et parfaitement droit. Il n'y a aucun problème sur la prise d'info. La machine se penche toute seule et on a une position qui incite vraiment, au lieu de se pencher avec la moto, à se remettre droit et à sortir la jambe comme sur un supermote. Moi perso j'adore. Donc là vous voyez, je suis revenu à environ 40 km/h, le moteur ne fait aucun bruit. Bon alors le shifter, comme je vous disais, hein, il marche vraiment très bien. Mais ça reste pas le meilleur du marché, hein. Le meilleur ça reste pour l'instant celui qui équipe la S1000R de chez BMW. Celui-là est très très bon, hein. Mais il y a encore quelques situations où parfois il fait un petit peu des à-coups. Mais c'est vraiment du bon matos. C'est une des rares motos où en fait je l'utilise. La plupart des machines qui utilisent un shifter, quand c'est pas optimisé, je l'utilise une ou deux fois pendant les tests, puis j'oublie complètement sa présence parce que je trouve ça désagréable. Là sur cette moto, c'est presque d'utiliser l'embrayage qui est désagréable dans certaines situations. Le problème du monocylindre, comme je vous l'ai dit, c'est que en dessous des 3500 tours, ça aime pas. Et déjà là, vous voyez, je suis en 6ème à 90, je suis à peine à 4000 tours, ça fait énormément de vibrations. J'ai tellement de vibrations que c'est impossible pour moi de boire dans les rétros, ça vibre trop. D'ailleurs, ces deux rétros, ils sont horribles. Ils sont mal placés parce que je vois essentiellement mes coudes. Et en plus, ils sont très 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 moches. J'ai vraiment l'impression qu'ils les mettent sur la moto
juste en espérant qu'on va claquer 150 ou 200 balles de plus pour prendre les rétros qui sont en bout de guidon vendus en option au catalogue. Là, ils sont vraiment hideux. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est les mêmes que ce qu'il y avait lorsque j'ai acheté ma vie de pylône. Et c'est un des premiers trucs que j'ai viré de la moto tellement c'était moche. Cet embrayage Magura, il est juste parfait, j'adore. Il est super facile à prendre en main. Et il est très très agréable, le réglage est parfait. J'adore. Alors par contre, avec le shifter, faut pas hésiter, il faut bien appuyer pour changer de vitesse. Sinon, on peut se retrouver parfois sur un faux point mort. Bon, au niveau du style, cette moto, vous l'avez vu, elle a un look un petit peu de flat tracker. Donc là, on va aller dans un chemin un petit peu plus détérioré pour voir comment ça se comporte. On va faire demi-tour ici. Bon, j'ai des pneus à crampons, je peux bien rouler dans les cailloux. Allez, je reste en dehors de la route, on va voir ce que ça donne. Ça reste gérable, franchement. On se doute bien en fait que cette machine, c'est pas un enduro, loin de là. Mais ça reste utilisable, et si vous êtes dans un chemin un peu dur comme je suis actuellement, et ben les suspensions gèrent parfaitement bien le truc, et les pneus ils font aussi parfaitement bien le boulot. Oh putain! En deuxième, quand on arrive vers 7000 tours, la machine elle essaie de lever direct quoi. Je suis pas du tout habitué à ce genre d'exercice, mais pour le coup ça a l'air d'être vraiment facile de faire le con comme ça avec cette machine. On sent qu'elle est là pour faire le con quoi. C'est ça, en fait c'est la version, on va dire, la plus pragmatique de cette gamme, mais c'est quand même une machine qui est là pour les sensations. Rares sont les motos qui donnent autant de sensations et une sensation de performance. Bon, donc comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui est toute neuve, elle est sortie cette année si je me souviens bien. Elle avait été présentée à l'ECMA en 2017 ou 2018, je me souviens plus. Et elle est bien sûr toujours en vente. Son tarif actuel est à 10 400 € pour le modèle que j'essaye aujourd'hui. Et vous avez un deuxième modèle qui s'appelle Steel, qui est pour moi beaucoup plus beau et pas beaucoup plus cher. Il est à 400 ou 500 € de plus, je me souviens plus trop. Et les différences, c'est que le modèle Steel, déjà, il n'est pas full noir comme celui-là. Parce que là, pour le coup, c'est la Svartpilen, donc la flèche noire. Ils sont vraiment allés au bout du concept, parce que tout est noir. C'est des nuances de noir brillant, noir mat, mais c'est essentiellement mat. On a un tout petit peu de pièces un peu bronze, mais c'est assez rare. La version Steel, vous avez beaucoup plus de bronze sur la moto, et vous avez aussi des options qui sont actuellement au catalogue pour celle-ci. Donc la version Steel, on a tout de suite les jantes à rayons tubeless qui sont magnifiques, et franchement je les trouve beaucoup plus belles que les jantes à bâton qu'il y a actuellement sur cette moto. On a aussi les rétros, les fameux rétros en bout de guidon qui sont d'origine sur la version Steel, et vous avez aussi des emblèmes sur le côté du réservoir alors que sur celle-ci ce sont honnêtement des autocollants 701. Donc tout ça mis bout à bout, ça vous coûtera moins cher de prendre la version Steel plutôt que de prendre celle-ci et de mettre les options dessus. D'ailleurs, au niveau du look sur cette 701 Svartpilen, si vous n'êtes pas au courant que c'est une Svartpilen ou une 701, c'est que vous n'avez pas regardé la moto, parce qu'on retrouve des logos Husqvarna 701 ou Svartpilen à peu près partout. On a même un logo 701 au niveau du passage de roue à l'intérieur. C'est-à-dire que, à part quelqu'un comme moi qui s'est fait chier à nettoyer la moto partout, personne n'ira jamais voir ce logo. Mais ils sont allés jusqu'au bout du délire. On en a aussi incrusté directement dans les commandes au pied, le frein, le sélecteur de vitesse. C'est plutôt marrant. Et ça montre un peu le côté haut de gamme de cette moto. Parce que clairement, là on va arriver sur peut-être son point faible. Après c'est vraiment une question, je dirais, d'appréhension. Elle est vendue, comme je vous l'ai dit, 10 400 €, ce que je trouve quand même assez onéreux. Mais ce qui justifie ce prix-là, en fait, c'est déjà que vous avez une machine avec un style assez inimitable, parce qu'il n'y a pas d'autres concurrentes avec un style équivalent. Après, comme souvent sur cette gamme, c'est soit on adore, soit on déteste. Moi, personnellement, je préfère largement, au niveau du look, les 401 aux 701. Mais je pense que vous allez être aussi nombreux à penser l'inverse de ce que je viens de dire.
Et donc on voit que toutes les commandes, comme je vous l'ai dit, c'est du haut de gamme, Brembo, Magura, tout fonctionne bien, c'est du WP pour les suspensions. Au niveau partie cycle, franchement, il n'y a rien à reprocher à cette moto. Là où c'est un peu plus discutable, c'est, comme je vous l'ai dit, les commandes, c'est vraiment minimisé au plus simple. Je peux comprendre en fait la volonté stylistique et esthétique de vouloir minimiser comme ça, mais ils auraient pu mettre du plastique d'un peu meilleure qualité. Ils auraient pu aussi trouver un compteur qui se différencie vraiment de l'entrée de gamme de la marque avec la 401. Tout ça fait que le prix est quand même élevé, je trouve, pour cette moto. Mais je pense pas que ce soit un achat raisonné. Quand on achète ce genre de machine, c'est tout simplement parce qu'elle vous a tapé dans l'œil. Et niveau sensation moteur, par contre, vous trouverez pas mieux. Au niveau de tout ce qui est pratique, cette moto n'est clairement pas conçue à la base pour être une moto vraiment pratique. On peut démonter la selle conducteur et en dessous, vous arrivez sur la batterie. Vous arrivez aussi d'ailleurs sur une prise USB. Et il y a à peine la place pour mettre votre smartphone ou un gilet jaune. Vous ne mettrez rien d'autre. C'est vraiment extrêmement petit. Et bien sûr, il n'y a pas de rangement externe d'origine. Si vous voulez pouvoir ranger des trucs, vous allez être obligé de passer par la case accessoires et bagagerie. Concernant l'entretien, cette moto a une révision tous les 10 000 km. Donc ça ne va pas vous coûter une fortune à ce niveau-là. Au niveau consommation, on va regarder ensemble. On va essayer de voir donc combien il nous indique sur la conso moyenne. Que je retrouve le bon menu. C'est ça qui est le problématique, c'est qu'on peut difficilement en fait naviguer dans les menus en roulant. Et ça, c'était pareil sur ma 401. C'est très pénible. Donc là, vous voyez, consommation moyenne, je suis à 4,8 litres. Ce qui est, on va dire, assez classique pour une moto de cette cylindrée. Le réservoir fait 12 litres. Donc vous pouvez faire facilement 200 km sans problème. Vous voyez à quel point ça se braque super facilement. En fait en ville, même si la moto n'est pas pratique pour ses rangements, à l'utilisation c'est impeccable. Il n'y a aucune difficulté, la moto est légère. La seule problématique ce sera très certainement la hauteur de selle. Bon les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Svartpilen 701. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous en possédez une, eh bien dites-nous votre ressenti. Vous pouvez aussi bien sûr nous dire ce que vous en pensez si vous possédez sa sœur, la Vitpilen 701. Je tiens encore à remercier la concession Almax Moto qui a mis cette machine à ma disposition pendant tout un week-end. C'était vraiment très sympa de leur part. Et je le rappelle, si vous voulez tester cette moto, eh bien elle est à la concession Almax Moto dans l'Eure-et-Loire. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé par cette machine. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de la partager sur les réseaux sociaux. V à tous, à la prochaine! Donc j'ai oublié de le préciser, mais Almax Moto c'est une concession exclusivement Husqvarna. Ils ont toute la gamme bien sûr des véhicules tout-terrain ainsi que les véhicules de route comme cette Svartpilen.